All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Le Président, vous pouvez poursuivre, Maître Vetic. Maître Vetic, merci, Monsieur le Président. J'ai deux corrections apportées au compte-rendu d'audience à la suite de mes lapsus à la page 21, ligne 20. Ce qui a été transcrit comme P3528 est en réalité P3258. Et je le répète, c'était un lapsus de ma part. Ensuite, à la page 40, ligne 15, je me suis trompé sur P2201 où j'ai parlé des paragraphes 4 jusqu'à 9 et 11. Je devais dire paragraphe 4.9 à paragraphe 4.11. À présent, je vais poursuivre mon exposé. Enfin, l'accès limité à des communications fiables et l'incapacité à recevoir des informations relatives au combat en temps réel correct ont nui à la capacité du général à contrôler, commander de manière effective ses subalternes. Si la VRS utilisait un système de rapport complet, y compris des rapports de combat quotidiens, ces rapports étaient compilés et transmis au commandement suprême. Et à moins que le général ne les demande explicitement, il n'était pas porté à sa connaissance. Terculia, compte rendu d'audience 35 069 jusqu'à 72, témoin Bandoka, page 27 310. Il y a eu des cas où les subordonnés, des subalternes de la VRS, outrepassaient leurs ordres à l'insu du général. Cela nuisait gravement à sa capacité à contrôler et commander effectivement les forces de la VRS. Le témoin de l'accusation RM 511 a rappelé les problèmes sérieux lorsque des officiers entreprenaient des actions de leur propre chef. Compte rendu d'audience, page 5068 à 5069. Nous avons même un incident concernant un officier qui, à l'insu de son commandant ou sans son accord, a emmené un groupe dans le but de capturer Momilo. Ce groupe a essuyé de graves pertes et cette initiative de l'officier a été décrite comme téméraire et n'étant pas le comportement d'un soldat formé correctement. Compte rendu d'audience 5068 à 5069. Le dossier montre aussi pourquoi l'accusé avait de bonnes raisons de considérer comme non fiables les rapports des organisations internationales, des articles de la presse internationale. D'abord, il estimait que les organisations internationales avaient un parti pris contre les Serbes. Par exemple, je vous renvoie au paragraphe 1728 à 1733 du mémoire en clôture de la défense au sujet de l'impartialité de la force promue à Sarajevo, telles que des enquêtes sélectives et l'utilisation importante de données et de personnel de la BIH, comme le témoignage de plusieurs témoins de l'accusation et de la défense le montre. Tels que Moll, Fraser, Thomas et autres.
Deuxièmement, l'accusé était au courant de la désinformation de la BIH. Cela est examiné au paragraphe 2507 à 2512 du mémoire en clôture de la défense. Il s'agit notamment d'exagérations fréquentes du gouvernement de la BIH de la situation dans le but de provoquer une réaction internationale. D. 1298, paragraphe 19. Troisièmement, nous avons vu de nombreux exemples où la presse internationale présentait des faits de manière erronée sous un jour favorable à la BIH. Cela est examiné au paragraphe 2515 à 2517. À Srebrenica, la Fort-Pronu savait pertinemment que des armes étaient fournies à la BIH via, par exemple, l'aéroport de Tuzla, qui se trouvait sous le contrôle des Nations Unies. Il existait un effort constant d'acheminer des armes vers Srebrenica et Jepa pour assurer l'approvisionnement de la 28e division. Expert de l'accusation Butler, page 160 061, 16 706 à 16 707. Par exemple, un C-130 turc escorté par des F-16 américains a atterri à Tuzla lorsque les radars étaient désactivés. D. 1240, paragraphe 13. Cet aéronef a fourni des armes aux musulmans de Bosnie. Témoin GRM 37, compte rendu d'audience 39 017 à 39 018. Toutefois, aucune mesure n'a été prise pour empêcher les violations par les musulmans de Bosnie des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant l'importation d'armes et d'équipements militaires. En revanche, on utilisait la force et menait des actions contre la VRS, comme si l'on attendait qu'un fait se produise. Général Smith, Rupert Smith, page 7417 à 7419. Même si Srebrenica était censé être un havre de sécurité, la Fort-Pronu n'avait pas démilitarisé Srebrenica. En 1993 jusqu'à 1995, à la suite de l'accord sur la démilitarisation. De la même manière, le bataillon néerlandais s'est abstenu de désarmer la 28e division P-23, compte rendu, le témoin Van Deun, compte rendu d'audience, page 10 334 à 336, témoin Franken, compte rendu d'audience 10 751 à 52. Et même si les États-Unis ont mis en place un centre de collecte des armes à Srebrenica, les musulmans de Bosnie n'ont remis que les armements anciens et hors d'usage. D 270, page 5, et témoin Butler, page 16 793, armes qui ne leur étaient d'aucune utilité. Compte rendu d'audience, page 13 400 à 401. Et de nouveau, pas de réaction des Nations Unies. L'acheminement de marchandises en contrebande était également monnaie courante par le biais des convois humanitaires. Monnaie courante à Srebrenica, Jaba et Goražde. D 1615 et témoignage de GRM 37, page 39 018. Plusieurs fonctionnaires des Nations Unies ont même reconnu que ces convois étaient utilisés pour approvisionner la BIH. Compte rendu d'audience, page 7528, Général Smith, page 10 673 à 74, Général Nikolai, pour Sarajevo. Mais ils n'ont jamais fait quoi que ce soit pour l'empêcher. De la même manière, les Nations Unies étaient tout à fait au courant de l'existence du marché noir à Srebrenica,
comme le colonel Bering l'indiquait, compte rendu d'audience, page 10038. Transparent suivant, s'il vous plaît. Deux corrections demandées au compte-rendu d'audience dans la toute dernière période. Lorsqu'il est dit impartialité de la force pronu remplacé par partialité de la force pronu, lorsqu'il a été dit États-Unis remplacé par Nations Unies. Suite de Maître Ivetich. S'ajoutent à cela de nombreux témoins qui ont parlé de la partialité des Nations Unies et des entrées illégales d'armes à Goražde et à Bihać. Par exemple, à Goražde, le témoin GRM 097 s'est dit choqué de voir des soldats bosno-musulmans descendre d'un véhicule des observateurs militaires des Nations Unies à Goražde. Compte rendu d'audience, page T 40089, témoin GRM 097. Et comme Segers, un officier des Nations Unies, l'a dit dans son témoignage, aux environs de Bihać, y compris le personnel des Nations Unies, participait aux approvisionnements illégaux de l'ABIH. Il a aussi déclaré que des hélicoptères étaient utilisés pour faire entrer illégalement des caisses de munitions dans la période où prévalait l'embargo. Pièce D 01465, page 4, pièce D 01466, page 3. Le 29 mai 1993, des messages provenant de l'ambassade de Zagreb, de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine à Zagreb, ont confirmé que des quantités importantes d'armes de l'armée étaient envoyées à Bihać en provenance de la Croatie. Le juge Flügge, je ne suis pas sûr que nous soyons en train de regarder la bonne diapositive, correction de l'interprète. Maître Ivetich, je pense que effectivement c'était la précédente. Suite du propos de Maître Ivetich. Mladic n'a cessé de se plaindre au sujet de ses pratiques de contrebande et du rôle joué par les Nations Unies à cet égard. Pièce D 00142, pages 1 et 2, pièce P 00785, paragraphe 57. Toutefois, rien n'a été fait au sujet de ces protestations légitimes. Est-ce que tous ces éléments de preuve démontrent que les Nations Unies adoptaient un comportement impartial et traitaient les Serbes de la même façon que l'armée de Bosnie-Herzégovine? Non. Je demande maintenant la diapositive suivante. Le dossier a révélé les raisons pour lesquelles l'accusé avait de bonnes raisons de considérer qu'on ne pouvait pas se fier aux médias internationaux. À l'époque, des subordonnés ont informé l'accusé que les reportages des médias n'étaient pas objectifs. Par exemple, dans la pièce P3877, page 2, où étaient même fabriquées de toutes pièces. Pièce P3951, page 3. L'état-major principal estimait également que les reportages des médias n'étaient pas dignes de confiance. En page 45 de la pièce P338, ainsi que dans le rapport d'aptitude au combat de la VRS de 1992, nous voyons, je cite, ouvrez les guillemets, une diffusion orchestrée de mensonges concernant des massacres présumés et d'autres inventions médiatiques qui ont servi le but de donner une image déformée de la situation. Fin de citation. Le journaliste de la BBC, Martin Bell, concourt à légitimer cette conviction dans sa déposition, où il témoigne, page du compte-rendu d'audience 78-65-6, que selon lui, les journalistes internationaux se servaient d'un cadre de pensée qui reposait sur le fait que les musulmans de Bosnie étaient les gentils et les Serbes de Bosnie les méchants. Donc la question n'était pas tant qu'il y avait un parti pris conscient,
mais que les médias ne sortaient jamais de la partie de Sarajevo sous contrôle du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et voyaient donc la guerre du point de vue de ce gouvernement. Fin de citation. Ces propos sont significatifs car il ne suffit pas à l'accusation de se contenter de prouver qu'un accusé a été informé que des crimes auraient été commis. Je rappelle au juge de la Chambre et à vous, Monsieur le Président, ce qui s'est passé dans l'affaire Milutinovic. Comme dans le procès qui nous intéresse ici, le président Milutinovic recevait des informations, des articles, des reportages des représentants internationaux, de ses subordonnés et des médias. Et la Chambre Milutinovic a considéré qu'il avait été informé et donc avait connaissance des crimes. Toutefois, ceci n'a pas suffi pour considérer que les critères régissant l'élément moral étaient remplis, et ce pour deux raisons. D'abord, la Chambre s'est posé la question de savoir si Milutinovic avait cru à la véracité de ces informations, et la Chambre a conclu qu'il n'avait pas fait confiance à ces informations. La Chambre a déclaré que les informations provenant de sources serbes soit ne disaient pas un mot de la commission de crime, ou soit lorsque quelques mots étaient dits, ces allégations étaient considérées comme de la propagande par la communauté internationale. Et puis, la deuxième raison, c'est que Milutinovic a cru que les autorités pertinentes répondraient aux allégations. En l'espèce, même si il y a eu quelques problèmes avec le système judiciaire, l'accusé s'est raisonnablement attendu à ce que les autorités responsables réagissent à ces infractions. Nous avons vu qu'il avait délégué à ses subordonnés les responsabilités de procéder à des arrestations ou de lancer des enquêtes. Pièce P 03066, page du compte-rendu d'audience T 16953 à 16954 pour Milovanovic, et pièce P 244, paragraphe 32, pièce P 2201, page 21 à 27. Et que ces commandants, qu'il était attendu de ces commandants qu'ils soient au courant de leurs responsabilités s'agissant d'imposer la discipline à leurs troupes. Il y a eu aussi une procédure engagée pour infraction pénale grave, pièce P 244, paragraphe 33. Par ailleurs, l'accusé en personne a interdit à plusieurs reprises la commission des crimes, pièce P 474, pièce D 187, D 1949, P 1094, P 3673. Et la Chambre a vu des exemples de rapports concernant des crimes, rapports soumis par des subordonnés et envoyés vers les échelons plus élevés de la chaîne de commandement, dans lesquels il était indiqué qu'ils avaient réagi ou qu'ils étaient en train de réagir à ces infractions. Par exemple, je renvoie la Chambre à la pièce P 2843, où nous lisons, je cite, « Une enquête est en cours, un rapport spécial va suivre », fin de citation. Et à la pièce P 3818, où nous lisons, je cite, « Des représailles ont été commises par des soldats en permission, mais des actions énergiques ont été entreprises par la police militaire du 1er corps de Krajina, et ces actions énergiques ont mis fin à un tel comportement », fin de citation. Je remarque ici que ce rapport établit aussi de la façon la plus claire que ces crimes n'avaient été ni ordonnés, ni supervisés par la police de la VRS. Ainsi, encore une fois, nous sommes en présence d'un doute raisonnable. Avoir connaissance des crimes en soi ne suffit pas, aussi en raison du fait que, dans plusieurs cas, ces crimes étaient commis par des personnes sur lesquelles l'accusé n'exerçait aucun pouvoir. L'accusation avance que, je cite, Mladic
était au courant de crimes commis par les forces serbes. Fin de citation. L'expression forces serbes englobant la police civile, les paramilitaires et même les villageois de la région. Dans des cas de ce genre, comme y compris l'expert de l'accusation, M. Tönens, l'a dit dans sa déposition, tout ce que la VRS pouvait faire consistait à rendre compte de tels crimes aux instances responsables de ces crimes. Page 20624 à 20625 du compte-rendu d'audience. Et nous avons vu que l'accusé s'est adressé à plusieurs reprises aux autorités. Prenant les paramilitaires comme exemple, la Chambre a examiné les lettres que l'accusé a adressées au président Karadzic, pièces P 3095 et D 1503. Donc, finalement, sur le sujet de la connaissance que l'accusé pouvait avoir des crimes, les éléments de preuve cités par l'accusation doivent être examinés avec le plus grand soin, car ils n'apportent pas la preuve que l'accusé avait connaissance de crimes commis par la VRS. Par exemple, il est impossible de conclure à partir du fait que l'accusé aurait été informé des décès, qu'il avait la moindre raison de croire que ces décès constituaient des actes criminels et n'étaient pas des événements malheureux ou des dommages collatéraux, certes, mais légaux, ou que les décès légitimes ou qu'il s'agissait, correction de l'interprète, de décès légitimes de combattants. Et puis, l'accusé qui rencontrait une personne dont il avait légitimement le devoir de la rencontrer, eh bien, ce fait ne prouve pas que cette personne a informé l'accusé de l'existence d'un crime qu'il venait de commettre ou qu'il était sur le point de commettre. La destruction de zones civiles habitées par des non-serbes n'apporte pas la preuve que des crimes ont eu lieu, puisqu'il pouvait aussi s'agir d'objectifs militaires légitimes. Les éléments de preuve indiquant qu'un subordonné était au courant qu'un crime avait été commis n'apportent pas la preuve que l'accusé avait été effectivement informé lui-même. Des rapports concernant des crimes n'indiquent pas qui était la personne responsable et dans quelques cas identifient clairement une personne qui n'avait aucun lien avec la VRS. Donc cela n'apporte pas la preuve que l'accusé avait la connaissance de ces crimes. Par exemple, je renvoie la Chambre à la pièce P 3951 où en page 3, il est indiqué que la police civile avait commis un massacre. Tout comme le général n'était pas au courant des actes de ses subordonnés qui ne relevaient pas de la chaîne de commandement de la VRS, il n'était pas non plus responsable des actes criminels commis par des organismes extérieurs à la VRS, comme par exemple les cellules de crise. Je demande la diapositive suivante. Les cellules de crise n'étaient pas des instances criminelles. Comme le témoin de l'accusation, M. Hanson, l'a déclaré, les cellules de crise existaient déjà en vertu de la loi yougoslave. Pièce P379 et également page 28-378 du compte-rendu d'audience, pièce D732 aussi. Ces cellules de crise étaient utilisées par les musulmans et les Croates. Pièce P379. Nous avons aussi le témoin Milincic qui a confirmé, page 28-378 du compte-rendu d'audience, ce fait, et nous le voyons également dans la pièce D732, paragraphe 8. Les cellules de crise étaient donc également utilisées par les musulmans et les Croates. Pièce P379, page 5, et note en bas de page numéro 5. Les cellules de crise était prévu pour reprendre en main les devoirs légaux consistant à gérer une municipalité lorsque les instances régulières chargées de cette action n'avaient plus la capacité de fonctionner, notamment en temps de guerre.
pièce D 492, paragraphe 5, par exemple. La Chambre a eu sous les yeux des éléments de preuve montrant que ces cellules de crise ont exercé leurs fonctions gouvernementales régulières, comme par exemple le maintien en capacité de fonctionner des services publics, l'obtention de vivres et d'approvisionnement pour les habitants et la garantie de fonctionnement des écoles. Pièce P 413, page 6 à 8, pièce D 827, page 15. Page 87 à 88, pièce P3913, page 6, pièce P2414 et pièce P3172, paragraphe 2 et paragraphe 7 à 9. Intervention du juge Moloto pour obtenir une correction des chiffres, ce qui a déjà été fait par l'interprète qui parle en ce moment. Poursuite des propos de Maître Ivetic. Au paragraphe 447 à 460 du mémoire en clôture de la défense, nous voyons que les cellules de crise ont exprimé des préoccupations à l'égard de tous les habitants, quelle que soit leur appartenance ethnique. Dans le cadre de leur fonction, le docteur Hanson a reconnu que les cellules de crise avaient été autorisées par le droit yougoslave, étaient autorisées, correction de l'interprète, par le droit yougoslave, à mener à bien des obligations liées à la défense. Pièce P 379, paragraphe 14, voire aussi pièce D 1937, paragraphe page 1 à 2, et notamment à compléter les effectifs des unités de guerre au sujet desquelles M. Hanson a admis que ces cellules de crise avaient une obligation préexistante ne faisant l'objet, entre guillemets, d'aucune controverse, page 4206 à 4207 du compte-rendu d'audience. Donc, les cellules de crise et les militaires avaient une interaction qui n'avait rien de criminel. L'accusation n'a pas réussi à établir un lien entre les cellules de crise et l'accusé. Le général Mladic n'avait absolument aucun rôle dans leur création. Il n'était même pas présent sur place. Depuis le début, les cellules de crise, pièce P408, n'étaient pas prévues pour intégrer dans ses membres du personnel militaire. Au paragraphe 478 à 492 du mémoire en clôture de la défense, nous passons en revue les éléments de preuve qui démontrent que la VRS et les cellules de crise relevaient de chaînes de commandement totalement distinctes. Nous discutons également dans ce passage de notre mémoire l'existence d'unités armées créées et commandées par les cellules de crise et dont l'accusé par conséquent n'avait aucune responsabilité quant au comportement. L'accusation a concédé au paragraphe 597 de son mémoire en clôture que, je cite, aucun témoin de la VRS n'a été entendu et n'a dit dans sa déposition, correction de l'interprète, qu'il avait obéi à un ordre relevant d'une autre chaîne de commandement que la sienne et qu'aucun membre des cellules de crise n'a témoigné qu'il avait émis un ordre quelconque adressé à des unités de la VRS. Au paragraphe 493 à 498 du mémoire en clôture de la défense, nous citons également des éléments de preuve qui montrent que les membres de la VRS ne faisaient pas partie du système de prise de décision des cellules de crise dont ils n'étaient pas membres. Page 26 550 à 26 551 du compte-rendu d'audience, témoignage Davidovitch. Page 31 488, témoignage Yavoric. Pièce D 880, paragraphe 17, page 34 338 à 34 390 du compte-rendu d'audience, témoignage Bassara, page 24 751 du compte-rendu d'audience, témoignage Adjic, pièce P 3747, pièce D 827, page 7 à 9. Lorsque le personnel de la VRS assistait à des réunions des cellules de crise, leur rôle consistait simplement à rendre compte sur des questions militaires. Page 34-388 du compte-rendu d'audience témoignage Bassara, pièce D 982, paragraphe 7.4, sans avoir le droit de voter sur les décisions.
page 34-388, témoignage Bassara. Il y a eu des désaccords fondamentaux entre la VRS et les cellules de crise pendant toute la durée du conflit, y compris des problèmes récurrents concernant les cellules de crise et leur tentative de s'ingérer dans les affaires des forces armées. À un certain moment, des autorités de la RAC ont cherché à obtenir le limogeage de l'accusé en tant que commandant. Pièce D 839, page 5. Ces accrochages sont discutés dans les paragraphes 502 à 508 du mémoire en clôture de la défense. Ces accrochages créent un doute raisonnable et doivent donc conduire à l'acquittement. Sur la question du désarmement des municipalités, les éléments de preuve ont démontré que, contrairement aux allégations formulées, il n'y a pas eu de plan criminel de la part des cellules de crise en vue de désarmer les non-serbes, de façon à ce que la VRS ne puisse pas ensuite attaquer correction de l'interprète, des civils non-serbes désarmés. D'abord, dans de nombreux cas, la VRS n'avait pas encore été créée lorsque les prises de pouvoir dans les municipalités ont été terminées. Deuxièmement, les cellules de crise sont des gouvernements municipaux. Elles n'avaient pas seulement le pouvoir légal de désarmer les civils, mais elles avaient le devoir de maintenir l'ordre. Les instructions concernant le désarmement concernaient tous les groupes ethniques. Je renvoie la Chambre à la pièce D 81, conclusion de la cellule de crise de la RAC en date du 18 mai 1992. D'autres organisations distinctes regroupaient les forces de police serbes, que j'appellerai à partir de maintenant le MUP de la Republika Srpska. Eh bien, ce MUP de la RS faisait partie, ou plutôt, correction de l'interprète, est largement évoqué en tant qu'organisme criminel dans la description de la thèse de l'accusation concernant la création, entre guillemets, de structures parallèles civiles et militaires, fermez les guillemets, en tant que mécanisme de nettoyage ethnique et non de gouvernement légitime. Page 44-440 du compte-rendu d'audience, mémoire préalable au procès de l'accusation, paragraphe 34. En réalité, le MUP de RS a fonctionné en tant qu'institution publique très importante qui garantissait le maintien de l'ordre face à des forces armées et agressives composées par les musulmans de Bosnie qui étaient déterminés à lancer la guerre contre les Serbes de Bosnie. Le MUP de la RS était un organisme civil avec une structure de commandement organisée, responsable devant les structures du gouvernement civil. Mémoire de la défense, paragraphe 533 à 547, pièce P 2362, paragraphe 5.2, témoignage de RM015, pièce P 3855, page 3. Tout acte criminel perpétré par les officiers du MUP de RS était la responsabilité de Micho Stanisic, ministre de l'Intérieur, qui commandait les unités du MUP de la RS. Mais les carnets utilisés par l'accusation pour documenter les efforts de Mladic dans le but de faire respecter la loi existe. Par exemple, dans l'une des citations faites par l'accusation, elle s'appuie sur la coopération entre Mladic et Micho Stanisic au paragraphe 511 de mémoire en clôture de l'accusation, et d'autres déclarations sont citées dans la pièce P358. Je cite par exemple, pour découvrir les crimes et meurtres qui ont eu lieu, fin de citation, et puis aussi, je cite, qui a autorisé des bandes armées venant de Serbie à se rendre en Republika Srpska, fin de citation, page 362 de cette pièce. Une autre citation, c'est la suivante, je cite, « Les tribunaux militaires et le droit doivent être respectés », fin de citation, page 363. Et puis, autre citation, je cite, « Mener des investigations concernant toutes les exactions et en punir les auteurs de la façon la plus efficace possible », fin de citation, page 365. En dehors du cadre d'une entreprise criminelle commune, ces réunions ne doivent être considérées que comme des discussions normales entre diverses instances gouvernementales dans un système qui est engagé dans un conflit. Les éléments de preuve n'ont pas la possibilité d'établir un lien entre l'accusé et les crimes présumés, et ce n'est pas la seule interprétation raisonnable permise, en vertu du paragraphe 93 de l'arrêt Gotovina en particulier. L'accusation argue du fait que l'accusé a exercé un contrôle de jure et de facto sur le MUP de RS, qui à l'époque était resubordonné à la VRS, paragraphe 530 de son mémoire en clôture.
La resubordination n'a eu lieu que sur base ad hoc. Et même lorsqu'il y a eu resubordination, le MOOP de RS est toujours demeuré sous la chaîne de commandement très rigide du MOOP de l'ARS, comme en atteste le témoin initié de l'accusation, Momir Nikolic, qui le dit dans la page 12093 du compte-rendu d'audience. Je cite: « Ce que je sais comme étant un fait, c'est que le commandement et le contrôle sur ces unités a toujours été exercé par le MOOP de l'ARS, même lorsqu'il menait des actions communes avec l'armée. » Fin de citation. Le colonel Kevats a également indiqué qu'il y avait des opérations conjointes. Le VRS et le MOOP de l'ARS ont opéré ensemble, mais comme deux unités distinctes, chacune ayant ses propres missions, alors que l'autre pouvait l'aider dans le cadre de certaines missions. Rien n'indique qu'une unité disposait de l'autorité de commandement sur l'autre. Page du compte-rendu d'audience 30 544 à 30 545, Kevach. D'après les éléments de preuve même de l'accusation, le MOOP était resubordonné, que chacun devait être placé sous le commandement direct de certains représentants officiels du ministère. P 3855. Nous avons entendu des éléments de preuve d'action coordonnée en SADIESTVA, en BCS, entre le MOOP de l'ARS et la VRS. Il ne s'agit pas là d'un cas de resubordination. Alors que l'accusation aimerait vous faire croire que le MOOP de l'ARS a apporté son concours dans la mise en œuvre dans le cadre de l'objectif criminel commun en fournissant du personnel à la VRS, l'accusation précise ensuite que cela n'a pas d'importance de savoir si le MOOP de l'ARS était officiellement resubordonné ou pas. Qu'ils aient commis des actes criminels, eh bien ceci cadre avec la définition de l'objectif criminel commun. Mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 536. Ceci illustre où est le reflet, où est un très bon exemple de tout l'argument de l'accusation. Il y a un lien entre les auteurs des crimes et l'accusé. Eh bien, ce lien est sans importance d'après l'accusation. L'accusé est coupable par le simple fait du poste qu'il occupait, et il est coupable parce qu'il est serbe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le premier jour des réquisitoires de l'accusation, page du compte-rendu d'audience 44 387 à 388, l'accusation a visionné ou nous a fait entendre un enregistrement vidéo d'une conversation interceptée P403 entre Gagovic, Unkovic, Mladic, où Mladic pose la question de savoir si les hommes d'Arkane sont placés sous le commandement de la VRS. Mladic répond: tous sont armés et placés sous mon commandement s'ils souhaitent rester en vie. P403, page 3. L'accusation tente de vous faire croire que cet extrait signifie que le groupe paramilitaire d'Arkane était placé sous le commandement d'Arkane. Mais le contexte de cet extrait ne permet pas d'étayer cette conclusion. Si nous lisons plus avant, nous constatons que Mladic a dit, d'après l'enregistrement, que tout doit être placé sous notre commandement. Personne ne doit rien faire seul et la trêve de 5 jours doit être respectée. Donc, la défense vous soumet une autre interprétation raisonnable du sens de la déclaration de Mladic. Mladic a envoyé différents ordres appelant au désarmement des paramilitaires et a exigé que tous les paramilitaires se placent eux-mêmes sous le commandement de la VRS dans le cas où ils n'avaient pas commis de crime. Pour ceux qui avaient commis des crimes, ces hommes devaient être désarmés, arrêtés et poursuivis par les tribunaux militaires de la VRS, P501. Et ceux qui n'étaient pas disposés à rejoindre la VRS devaient quitter le territoire. Donc, cette déclaration peut être interprétée de la façon suivante. Eh bien, que Mladic entendait par là que tout Serbe armé devait être intégré à la VRS. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, ces hommes seraient poursuivis et devraient quitter le secteur. L'accusation a choisi ses arguments, mais n'a pas présenté tous les éléments de preuve dans leur intégralité.
Pour étayer encore plus avant cette interprétation, nous disposons d'une lettre datée du 20 octobre 1995, envoyée par l'accusé à Karadzic, se plaignant des hommes d'Arkane et critiquant la tolérance des activités civiles à son égard dès 1503. Les Tigres d'Arkane étaient subordonnés au MOUP de la RS et Arkane agissait ainsi contre la population et la VRS. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'accusation avance que les membres de l'entreprise criminelle commune principale, je cite, ont redéployé des volontaires ayant une triste réputation ainsi que des groupes paramilitaires tels que les Hommes de Chechel, les Aigles Blancs et les Tigres d'Arkane en Bosnie-Herzégovine en 1992, au paragraphe 577 de son mémoire en clôture. Cependant, l'intention de Mladic à l'égard des paramilitaires était claire. Les paramilitaires avaient interdiction d'intervenir sur le territoire de la Republika Srpska et des charges pénales pèseraient sur ces hommes s'ils optaient pour cela. P501. Malgré les tentatives de l'accusation visant à intégrer d'anciens paramilitaires et des hommes innocents au sein de la VRS, bon nombre d'entre eux ont refusé. Les ordres permanent de la VRS avait prescrit que les paramilitaires devaient être désarmés ou intégrés à la VRS. Et ceci est resté inchangé pendant toute la durée de la guerre. Témoignage Choro Kalo, page du compte-rendu d'audience 28 489. Mladic n'a pas soutenu ces actions et ne les a pas approuvées non plus. Et il n'a pas exercé de commandement et de contrôle sur eux. Une fois que le groupe paramilitaire était intégré à la VRS, on n'a plus entendu parler d'eux. Par exemple, les Tchétniks de Bernay ont été répartis dans différentes brigades, de façon à les empêcher, les interdire de se regrouper, une fois qu'ils avaient été intégrés à l'armée. Rajdojic, déposition Rajdojic, page du compte rendu d'audience 23 054 à 23 150. Leur dirigeant, leur chef Bernay, a été chassé de Bosnie. Au paragraphe 580 de son mémoire en clôture, l'accusation tente de laisser entendre que les paramilitaires avaient été intégrés à la VRS et étaient autorisés à commettre des crimes au nom de la VRS, établissant ainsi un lien entre les activités criminelles menées par les groupes paramilitaires et l'accusé. L'accusation utilise également les Panthères de Mauser, un groupe paramilitaire qui a été intégré à la VRS, pour tenter de prouver leur thèse, consistant à dire que Mladic employait des paramilitaires pour commettre des crimes dans le but de réaliser l'objectif criminel commun. Au paragraphe, l'accusation fait valoir que les Panthères de Moser se sont battus sur le front et ont été arrêtés pour pillage en juillet 1992 et n'ont jamais été poursuivis. En lieu et place de cela, ont été intégrés à l'IBK. Les Panthères de Moser étaient une force armée qui avait été créée par la municipalité de Bielina pour défendre celle-ci. P 3802, page 5 et P 1061, page 2. Il est vrai que l'accusé a félicité Moser en 1993. Ceci ne constituait pas une récompense pour son comportement criminel. Le témoin Andon a précisé que ces félicitations ces distinctions ont été accordées à l'unité tout entière et non pas à une seule personne ou à un groupe. P 6579, page du compte-rendu d'audience 22 410 à 22 411. Il est vrai également que Moser et son unité ont été intégrés à l'IBK au niveau local. Et ceci n'était pas le résultat d'un ordre Mladic. L'accusation n'a fourni aucune preuve pour indiquer que Mladic cautionnait de telles actions criminelles. Aucun ordre n'a été donné par Mladic à Moser, lui donnant par instruction de commettre des crimes. Une autre explication raisonnable et plausible est que les Panthères de Moser ont été intégrés à la VRS en vue de contrôler et d'instiller une certaine discipline.
L'allégation consistant à dire que Mladic les a utilisés comme instrument pour réaliser l'objectif criminel commun n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation fait valoir que les groupes paramilitaires appelés les GEP jaunes ont été arrêtés, n'ont pas été accusés de meurtre, malgré une déclaration où ils faisaient l'aveu de ces meurtres et enregistrés par la police militaire. Le témoin a utilisé cela pour étayer ses propos. Dragomir Handan, pour expliquer au cours du contre-interrogatoire que 11 membres paramilitaires ont été accusés d'actions criminelles et les autres ont été expulsés parce qu'on ne pouvait recueillir suffisamment de preuves pour prouver qu'ils avaient commis ces crimes. Page du compte-rendu d'audience 22 425 dans le cadre de la déposition Handan. Alors que Mladic a tenté d'intégrer les groupes paramilitaires, alors que Mladic a tenté d'infléchir le comportement criminel des groupes paramilitaires en les intégrant à la VRS et les soumettant à des règles et une réglementation stricte, il ne peut pas être tenu responsable pour ceux qui ont refusé de se conformer à ces règles et qui ont agi seuls. Il est clair que ces groupes paramilitaires ont agi seuls et ont bravé le commandement et le contrôle de la VRS. Toutes les fois où cela était possible, des mesures ont été prises pour les poursuivre pour leurs actes criminels. L'accusation se concentre essentiellement sur l'allégation indiquant que l'accusé a exercé une influence sur la justice militaire pour protéger les Serbes qui avaient commis des crimes. Page du compte-rendu d'audience 40 419 et 44 419. Nous faisons valoir qu'à aucun moment l'accusé n'a exercé une quelconque pression sur la justice militaire. En lieu et place de cela, l'accusé a lui-même apporté son soutien et a indiqué que la justice militaire était indépendante. Base du compte-rendu d'audience 92 061, 9262, 9261, 9261. La justice militaire a été affaiblie par un certain nombre de facteurs qui l'ont empêché de fonctionner correctement. Ceci comprend un manque de ressources, d'experts, des inculpés ayant pris la fuite, un manque de jurés et un manque de personnel. L'absence de jurés et un manque de personnel. Il est important de se rappeler que ces tribunaux fonctionnaient dans des conditions difficiles qui étaient celles de la guerre et en présence manifestement de groupes armés. L'accusé occupait un poste où il avait un pouvoir considérable au niveau du commandement de l'ARS. On ne peut contester que pendant toute cette période, des crimes ont été commis. Mais la défense a démontré de façon convaincante pendant tout ce procès, tel que cela est résumé dans notre mémoire en clôture, que dans la plupart des cas, la responsabilité de ces crimes repose sur des hommes se trouvant à l'extérieur de la VRS, et dans tous les cas, ceux agissant en dehors du contrôle effectif de l'accusé. Alors que l'accusé a été surpris par le fait que la défense a cité la 16e séance de l'Assemblée et une allocution de l'accusé, 44 371 à 4 372, en pensant qu'il s'agissait d'une preuve de l'objectif communal commun. Son allocution, d'abord en qualité de commandement de l'état-major principal de la VRS, était un appel pour agir clairement et de façon décisive. Il savait qu'il y avait des conséquences s'il y avait de la guerre et qu'il était important d'agir de façon stratégique. L'une de ces déclarations les plus importantes, PSP 431, pages 35 et 41, et ce qui suit, je cite, « En conséquence, nous ne pouvons ni nettoyer, ni utiliser un tamis pour que seuls les Serbes restent, pour que les Serbes passent par ce tamis ou pour que les autres partent. » Bien, c'est que, en fait, je ne sais pas comment M. Krajčník et M. Karadžić l'expliqueront cela au monde entier. Il s'agirait d'un génocide. Dans ce cas-là, nous devons appeler tout homme qui s'est incliné devant ce sol
pour embrasser ces terres, pour embrasser le territoire de l'État que nous planifions de créer. Cet homme aussi a sa place avec nous et à côté de nous. Fin de citation. Il est important de dire que cette déclaration a été faite après la présentation par Karadzic de 6 objectifs stratégiques et qu'en fait, de cette façon-là, l'Assemblée est invitée à ne pas les interpréter comme des appels à la violence illicite contre les musulmans de Bosnie ou les Croates de Bosnie. Mladic a exprimé le souhait de galvaniser tous les gens nés en Republika Srpska et a averti qu'une guerre éclaterait uniquement en cas de la légitime défense. PSP 431, pages 33 à 35. Et cette interprétation a été corroborée par Evan Brown, expert militaire de l'accusation, page du compte-rendu 19502 et 503. Le président, je regarde l'heure et on est arrivé au moment pour faire la pause. Maître Ivetic, avant de prendre la pause, à la page 53, la première ligne, vous avez fait référence au paragraphe 34 du mémoire en clôture de l'accusation dans le contexte de la position du MOUP de l'ARS. Donc, vous faites référence à des structures militaires parallèles et vous avez mis l'accent sur le MOUP de l'ARS. Au paragraphe 34, il semble qu'il s'agisse de la subordination des paramilitaires à la VRS. Je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur ou peut-être que j'ai raté quelque chose qui était pertinent. Pouvez-vous vérifier cela, Maître Ivetic? Bien sûr, Monsieur le Président. Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 13h30.